Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. C'est le 13 janvier 2019, c'est le premier numéro de votre émission Savoir politique pour le compte de cette nouvelle année que nous espérons heureuse et pleine de joie pour chacun et pour tous. Chers auditeurs de la radio Océan FM, c'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons pour entamer avec vous la nouvelle saison de votre émission. Et pour ce premier numéro, nous parlerons de jeunesse et engagement politique. En effet, les jeunes sont souvent exclus ou ignorés comme potentiels candidats aux postes électifs ou nominatifs. La politique est généralement considérée comme un espace où les hommes expérimentés et les jeunes sont souvent désavantagés pour s'engager en politique en raison de leur jeune âge, des possibilités limitées et du manque conséquent d'expérience. Pourtant, avec 200 millions d'habitants âgés de 15 à 24 ans, l'Afrique a la population la plus jeune au monde. Et cette jeunesse est souvent à l'avant-garde des révolutions ou simplement de grands mouvements de masse. C'est généralement la jeunesse qui s'est trouvée en première ligne, poussée par son besoin d'absolu, son désir de changement, son courage et son dynamisme. Malgré tout, dans nos pays, cette jeunesse est écartée de la gestion des affaires publiques. Pour comprendre les raisons de cette marginalisation et des obstacles à l'émergence des jeunes dans la sphère politique, nous avons invité pour vous dans ce studio deux personnes bien averties. Nous avons M. Sohou David, juriste activiste et jeune parlementaire du Bénin. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. En face de vous, nous avons M. Veba Darius, sociologue du développement et administrateur de projet. Bon retour dans ce studio. Merci et bonjour. Mes meilleurs monsieur vœux. le journaliste, merci. Pareil à Donc, vous. chers invités, bonsoir. Le style d'animation pour la nouvelle saison reste le même. Et c'était avec Fontaine que je partage le micro cet après-midi. Bonsoir Fontaine. Bonsoir Alain, amis auditeurs, bonsoir. J'ai l'honneur de vous transmettre les meilleurs vœux de toute l'équipe du Centre d'études sociologiques et de sciences politiques, CESPO, de l'Université d'Abomey-Calavi, initiateur de cette émission, bien évidemment en collaboration avec votre radio Océan FM. Pour rappel, le CESPO est dirigé par le professeur Edien Kakaï, agrégé de sciences politiques et coordonnateur du Master Recherche en sciences politiques fondamentales. Amis auditeurs, vous pouvez suivre les anciens numéros de Savoir politique sur notre chaîne YouTube en tapant CESPO Média. Remue-ménage est encore au rendez-vous. Question du jour, combien de numéros de Savoir politique ont été réalisés en 2018 ? Je reprends la question pour vous. Combien de numéros de Savoir politique ont été réalisés en 2018 ? Envoyez vos réponses via WhatsApp au numéro 94 11 29 09. 94 11 29 09 et gagnez des livres intéressants. Okay. Alors, merci bien, chers invités. Alors, pour aborder cette thématique, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut comprendre quand on parle d'engagement politique à quoi donc, que revêt donc cette notion donc d'engagement politique, Monsieur Veba Darius? Alors merci, je profite pour dire mes meilleurs vœux à tous les auditeurs d'Océan FM. Alors l'engagement politique, il faut entendre par l'intervention dans la sphère publique d'un acteur qui prend une place dans le débat public, qui fait don de soi à une cause de façon tout au moins constante, parce que bon, il y a les prestataires qui interviennent et qui disparaissent. Mais celui qu'on peut appeler engagé politique, c'est celui qui défend une cause, une idéologie. Et donc des porteurs de cause. Et les porteurs de cause et qu'il défend sur la durée. Donc pas de passage. Donc voilà. Et à quoi est-ce qu'on peut reconnaître l'engagement politique d'une personne ? Oui, bon, comme je le disais, l'engagement politique, c'est déjà se faire inviter dans le débat public. Okay? Donc, celui qui est présent dans le débat public, celui qui défend des opinions, quelqu'un qui est engagé, celui qui contribue à l'animation du débat public, voilà, c'est quelqu'un qui est engagé. Je continue et je vais le répéter plusieurs fois au cours de cette émission qu'il ne faut pas confondre avec les prestataires politiques, ceux-là qui ne défendent pas véritablement une opinion, une idéologie et qui interviennent de façon sporadique et disparaissent. Et puis voilà, quoi. Alors, Monsieur Sohou David, vous êtes jeune parlementaire du Bénin. Alors, dites-nous, quel état des lieux faites-vous de l'engagement politique des jeunes au Bénin? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'au Bénin, les jeunes sont engagés politiquement? Déjà aussi, bonsoir et merci de nous donner
donné cette l'opportunité de pouvoir enfin parler de cette question-là qui, ma foi, est assez importante pour nos jeunes dans l'aspect politique béninoise. Enfin, quand on parle de l'engagement des jeunes dans la chose politique, l'intéressement de la jeunesse aux affaires publiques, aujourd'hui, nous pensons que c'est quand même déplorable que nos jeunes, nous soyons suffisamment loin de la question, que nous ne soyons pas vraiment impliqués dans la prise en compte de ces questions-là qui, d'une manière ou d'une autre, nous concernent. Donc, en réfléchissant tout de suite à votre question, pensez à une forme de désaffection, oui, à la chose publique ou à la chose politique. Donc, pour vous, en fait. le problème, c'est au niveau des jeunes. Oui, enfin. C'est le constat que vous faites. Si aujourd'hui, on fait le panorama, si on essaye de regarder un tout petit peu la scène politique, c'est prioritairement dominé par une classe de personnes qui est d'un certain âge. Ouais, on l'a dit dans notre introduction. Donc, si on fait aussi ce même sondage, on remarque que la population béninoise est majoritairement jeune. Mais qu'est-ce qui nous empêche en fait d'aller dans la chose publique? Qu'est-ce qui nous empêche en fait de pouvoir nous intéresser à cette chose? Parce que le problème, il est là. Nous ne nous intéressons pas vraiment à la chose politique. Est-ce une question de marginalisation de la majorité juvénile qui va s'intéresser d'une manière ou d'une autre à la chose? Est-ce qu'il y a assez de questions qu'on peut se poser aujourd'hui? L'état des lieux est assez déplorable. Nous ne nous intéressons vraiment pas à la politique. Alors, monsieur Weber-Darus, venons-en à cet état des lieux. Est-ce que vous partagez le même avis? Dites-nous, est-ce que véritablement aujourd'hui, les jeunes sont absents donc, du débat politique? Pourtant, par le passé, on a connu ici des jeunes. Je veux citer Adjogoko Ignace, Ablaï Issa, qui étaient très jeunes quand même, qui aujourd'hui étaient engagés politiquement. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on n'a plus ces jeunes-là qui véritablement... il y en a quand même, on peut citer par exemple Guy Mitokbe, qui est apprécié de beaucoup de jeunes. Le ministre Omeki. Voilà. Ah non, oui, je peux dire que on observe, comme il a dit, une certaine désaffection, un désamour. Mais, comme vous le dites aussi, il y a plein de jeunes qui s'engagent. Le problème, c'est dans la durée. Ouais. Les jeunes ont la difficulté de s'engager durablement. De se maintenir. De se maintenir dans la sphère. Et puis cela, on ne va pas jeter la pierre non plus aux aînés, parce qu'il faut le reconnaître, le pouvoir, ça s'arrache. Dans tous les contextes, le pouvoir ne se donne pas. Donc les jeunes ne peuvent pas continuer, ne peuvent pas s'attendre à ce qu'un jour, dans les partis politiques, on leur fasse une place, on leur dit, maintenant venez. Oui, voilà, on dit maintenant venez. Non, ça n'arrivera pas. Mais en revanche, tous les jeunes qui prendront de l'initiative, qui prendront une part dans le débat public, se verront, que les espaces vont se libérer à force que les jeunes s'engagent. Donc, tout est question d'engagement. Aujourd'hui, on a un engagement relativement faible, même s'il y a des gens, même s'il y a une bonne classe de la jeunesse qui s'essaye à la chose. On a cité quelques noms rapidement là, mais il y en a... On va y revenir. On va y revenir, donc voilà. Donc, l'état des lieux n'est pas reluisant pour ce qui concerne l'engagement, mais tout n'est pas si mauvais. Okay. Alors, Monsieur Sorou, est-ce que vous ne croyez pas que cette désaffection des jeunes vis-à-vis de la chose politique est due au fait que les jeunes eux-mêmes ignorent en quoi il est important pour eux de participer à la vie politique de leur pays? Bien sûr, bien évidemment. Je crois que la réelle question, c'est déjà que nous ignorions que quand on parle de politique, il s'agit de décisions présentes. Il s'agit d'ensemble de choses qui nous concernent aujourd'hui. Mais la jeunesse, elle est un avenir. Et je suis l'un de ces gens-là qui pensent qu'il ne faut pas laisser aujourd'hui décider de demain pour nous, alors que c'est nous qui allons vivre demain. Je suis l'un de ces gens-là qui refuse que l'on vienne décider et planifier déjà mon lendemain sans moi. Parce que j'estime que tout ce que l'on fait pour moi, tout ce qui est présumé fait pour moi, mais sans moi, n'est forcément que contre moi. Donc, si nous, jeunes déjà, on peut déjà se mettre dans notre tête que la chose publique n'est pas forcément ce que nous pensons, à tort peut-être, et qu'il faille forcément aller là pour décider, orienter, influencer la chose, les décisions à divers niveaux, alors nous aurons raté quelque chose à un moment donné.
Alors, parlons justement de vous. Vous êtes jeune parlementaire, mon co-animateur l'a rappelé tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez partager avec nous l'expérience de votre engagement politique en tant que jeune? Quand est-ce que vous avez commencé? Pourquoi est-ce que vous avez commencé? Et qu'est-ce que vous y gagnez réellement? Ok, bon, enfin, en ce qui me concerne, personnellement, j'ai commencé par m'intéresser à la gestion des affaires publiques déjà en 2014. Disons à partir de la cellule universitaire du mouvement alternatif citoyen, en ce moment où c'était encore mouvement. Et nous avons fait un certain parcours avec le mouvement, et vous avez connu un peu ce que ça a donné. Je ne vais pas forcément faire l'apologie d'un mouvement, mais à un moment donné, en 2015, je me suis rendu initiateur d'un mouvement que j'ai appelé Jeunes Légalistes, parce que je venais tout fraîchement d'entrer en fac et je devais être en train de faire ma 2e année, je pense. Et j'ai constaté que nous avons une certaine ignorance des tests, fût-il au niveau public que privé. Donc, je me suis donné comme mission d'essayer d'amener la jeunesse à s'intéresser aux lois de façon précise. Mais je me suis rendu compte en faisant ça qu'à un moment aussi, toutes les questions tournent autour de ce qui existait déjà et qui sont décidés par les acteurs politiques. Donc, je me suis donné l'envie, parce que je crois que je me suis donné cette envie-là, d'aller vers un mouvement politique qui s'appelle le mouvement Jeunes, Patrie et Conviction. Donc, MJPC en avril. J'ai fait avec l'MJPC jusqu'aujourd'hui, où je suis encore membre fondateur. Mais le PJB est venu me rattraper avec le recrutement de 2017. Le Parlement des jeunes, nous le connaissons avec tous ses attributs et rôles. Donc, finalement, je me suis découvert une certaine passion pour la chose publique. Je me suis découvert une certaine envie de changer les choses, de changer la chose pour les jeunes. Et donc, seul, j'ai lancé aujourd'hui quelque chose que j'appelle le panel de la nouvelle citoyenneté, qui fait son bout de chemin, qui va parcourir les 77 communes du Bénin. Ok. Alors, on va revenir sur votre expérience, voir un peu comment vous la vivez actuellement. Mais j'ai envie de demander à M. Darus, dites-nous, et tout à l'heure, on a parlé en faisant l'état des lieux de cette désaffection donc, que les jeunes ont pour la chose publique. Mais aussi, on a compris aussi que les jeunes n'ont pas compris les enjeux autour de leur participation. Parce qu'il ne faut pas laisser les autres décider à votre place, il a dit le jeune parlementaire. Mais comment expliquez-vous cette faible représentation des jeunes? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres causes derrière? Oui, quand on prend le Parlement, quand on prend le gouvernement, on n'a pas trop de jeunes quand même qui ne prennent pas au débat voilà, à ce niveau. On n'a pas trop de jeunes qui ne prennent pas aux instances de décision. Cela remonte un peu loin. D'abord du fait qu'on a moins de jeunes qui sont engagés, puisque si on a moins de jeunes qui sont engagés, c'est donc évident qu'on aura moins de jeunes à l'arrivée au Parlement et au gouvernement. Mais c'est aussi dû surtout à l'absence de cadre formel d'exercice et d'apprentissage de l'engagement politique. Parce que l'engagement politique aussi, ce n'est pas du spontané. On ne se réveille pas du jour au lendemain pour dire je suis engagé. Il y a un parcours, il y a des cercles, il y a des centres d'incubation qui existent dans des milieux. Dans des grandes démocraties, tous les partis politiques ont quasiment des écoles de formation. Voyez-vous, on a des écoles de formation, on a des centres en dehors des partis politiques, on a des centres d'éveil de citoyenneté dans les communautés, dans lesquels les jeunes ont de l'espace pour s'exprimer, pour apprendre auprès des aînés. Et donc voilà, c'est ce qui a donné la vague de jeunes qui prennent le pouvoir au sommet en Occident, en Europe. Ouais, on peut parler de Macron qui est devenu président à 39 ans. Voilà. On peut parler aussi de ce chancelier autrichien Sébastien Kurz, qui à 39 ans est devenu chancelier et qui a commencé à être secrétaire d'État à 24 ans. Voilà, donc c'est parce que dans les partis politiques, il y a des cadres où ces jeunes ont commencé par faire un certain nombre d'apprentissages. Et très tôt, on découvre en eux des potentialités et puis les aînés leur font confiance et on leur confie des responsabilités, soit députés, soit ministres, et puis voilà, ça grimpe. Donc, dans nos milieux ici, on n'a pas forcément cet environnement qui permette
aux jeunes de commencer. Et puis après, on a aussi un peu une sorte de cafouillage qui s'observe en matière de gestion, de l'organisation, du débat public, parce qu'on n'a pas forcément des lignes d'idéologie toutes tracées, du moins pour les 20 dernières années. On a vu... donc les jeunes sont perdus un peu, ils ne savent pas sur quel pied il faut danser. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y a un environnement qui n'est pas... Il y a l'environnement social qui n'est pas assez stable pour eux. Il y a l'environnement institutionnel, donc les partis politiques et autres, qui n'est pas favorable pour eux. Et puis il y a aussi, il ne faut pas le nier, on a une société caractérisée par un faible emploi très, très prononcé. Okay? Et donc, les jeunes qui n'ont pas à faire, déjà, pour se subvenir, ils n'ont pas de quoi se subvenir, ils ont du mal à alors s'investir dans l'engagement politique, voyez-vous. Donc, parce que pour s'engager aussi, il faut un minimum de paquetage. Ouais, lorsque tu es chômeur, tu ne vas pas. C'est difficile voilà, d'être donc tu es en train de politiquement. chercher du travail, tu es en train de te faire former, et puis bon, il faut s'engager. Ce n'est pas, l'environnement n'est pas forcément favorable. Mais ceci dit, ce n'est pas une excuse, parce que aussi, quand on regarde la population de la jeunesse aujourd'hui, qui est largement qui dépasse la moitié pour ce qui concerne notre pays, on peut se dire, si toute cette jeunesse s'organise, se mobilise, s'engage, elle peut s'arracher tout ce qu'elle veut. Oui, mais enfin, je vais pousser la réflexion. Si on considère toujours cette question de la faible représentation des jeunes dans les instances, je crois que quelque part, comme il l'a dit, c'est une question de normes. Si vous regardez par exemple l'âge minimum d'éligibilité, nous avons un réel problème à ce niveau, à mon sens. Parce donc, que le contexte juridique n'est pas déjà, le favorable. contexte juridique n'est pas favorable à l'émergence des jeunes dans la sphère politique. Je prends comme ça, on dit dans un pays que pour être président de la République, il faut forcément avoir 40 ans. Alors qu'aujourd'hui, notre contexte sociologique ou social fait déjà qu'avant 40 ans, le jeune est émancipé. Il a déjà un certain bagage intellectuel. Ailleurs, avant 40 ans, on est président de la République. Mais qu'est-ce qui nous empêche ici, en Afrique et précisément au Bénin, d'aller vers ça? On dit, avant d'être député ici au Bénin, tu dois avoir 25 ans. Mais avant 25 ans, le monsieur, il est déjà bon dans sa tête. Donc nos lois n'évoluent pas avec notre société. C'est Donc bien ça. notre société évolue peut-être et nos lois restent en arrière, ou c'est nos lois qui sont un peu trop en avance et la société reste en arrière. Mais dans ce contexte précis, c'est nos lois qui sont restées en arrière. Mais de la même manière, les anciens vous diront qu'il y a un âge limite de 110 ans, qu'eux-mêmes ils sont frappés quelque part. Oui, mais c'est une excuse. C'est une excuse parce que moi, je parle souvent d'une paternalisation politique. Vous allez voir aujourd'hui que tout de suite, quand un jeune a envie de s'afficher politiquement, donc d'aller sur la sphère politique, de faire voir un peu les besoins de la jeunesse, tout de suite, si éventuellement il était déjà dans un parti politique, à l'interne, il reçoit la pression de « bon, calme-toi, tu es jeune, tu es trop jeune, tu dois faire un certain parcours, tu dois. » Et le devoir qu'on essaie de lui créer par ces impositions-là constitue une forme de le partenaire, une forme de partenariation, comme j'aime le dire. On lui dit, hey, calme-toi petit, nous on est déjà là, écoute-nous, fais comme nous. Monsieur Begba ne semble pas d'accord avec ce que Monsieur Sow dit. Oui, parce que on ne va pas faire le procès de la Constitution, mais il faut reconnaître que au moment où la Constitution, au moment où on allait en 1990, à la conférence nationale, il y avait un contexte sociopolitique et surtout sociologique qui a prévalu et qui ont indiqué cette voie et ont indiqué ces restrictions-là qui ont été inscrites dans notre Constitution. Okay? Il y a notre sociologie de sorte qu'elle est patriarcale, il y a le respect des aînés qui est fortement recommandé, qui est fortement en vogue. Voilà, donc un jeune en Occident, à 30 ans, même à 25 ans. À 18 ans, il a déjà quitté la maison paternelle. Et il a déjà la possibilité de se prendre en charge. Okay? L'environnement institutionnel, l'environnement, tout lui permet de se prendre en charge, d'avoir même de l'emploi déjà à 20 ans. Ici, l'environnement que nous avons ne nous permet même pas encore d'avoir un emploi à cet âge-là. À cet âge rémunérateur qui te permet de te décider et puis de te départir des parents. Okay? Donc,
ici, quel que soit l'âge que vous avez, on te dira un enfant demeure toujours un enfant à ses parents. À 80 ans, le papa, c'est lui qui intime, il veut toujours intimer l'ordre à un enfant qui a 50 ans et autres. Donc voilà. Donc on est dans une société où le jeune n'a pas forcément toute l'ouverture, toute la latitude qu'il faut pour faire face aux aînés, pour diriger. Okay? Donc si vous mettez quelqu'un de 35 ans comme président de la République aujourd'hui, il faille qu'il affronte, qu'il affronte toute la classe sociale, les octogénaires, les septuagénaires. On n'a pas, notre culture n'est pas habituée à cela. Mais est-ce qu'il ne faut pas mettre fin à cela? Parce que... Non, on ne met pas fin à une culture. On peut faire avancer. Okay? On peut faire avancer les institutions, on peut faire avancer les lois pour qu'elles soient plus favorables. Mais on ne peut pas décréter que, bon, voilà, parce qu'en France, on peut devenir président à 30 ans. Bon, au Bénin aussi, on peut devenir président à 30 ans. Non, les réalités sociologiques ne sont pas les mêmes. Ceci dit, en dehors du président qu'on a limité à 40 ans et puis les députés qu'on a limité à 25 ans, mais en dehors de ces deux instances-là, on a un grand panel d'autres instances où les jeunes peuvent se faire. Voilà, c'est pas forcément être député qui signifie avoir de l'engagement politique. Mais on a besoin des symboles, M. Darius. Oui, on a besoin des symboles, mais ok, les 25 ans et plus que nous avons aujourd'hui peuvent bien s'engager, peuvent bien arracher le nombre de députés qu'ils veulent aujourd'hui, puisque à 18 ans, c'est à partir de 18 ans qu'on est éligible. Donc voilà, tous les 25 ans et plus peuvent se décider aujourd'hui en s'organisant, arracher le nombre de députés qu'ils veulent avoir. Donc on ne va pas s'éterniser sur, parce qu'on a fermé à 25 ans, c'est déjà assez limite, c'est pourquoi les jeunes ne sont pas engagés. Mais ça reste quand même un problème, vous l'avez reconnu. Oui, mais ce n'est pas le majeur. Okay. Voilà. Alors, Monsieur Sow, vous avez fait et vous continuez de faire d'ailleurs l'expérience de l'engagement politique en tant que jeune. Dites-nous, est-ce qu'il y a des risques pour un jeune lorsqu'il décide de s'engager dans la sphère politique? Des risques, déjà c'est risqué de penser qu'il y a un risque. Oui, c'est risqué de penser qu'il y a un risque. Faites-vous clair pour les auditeurs, on veut bien comprendre. Déjà, on a tendance souvent à prendre le mot risque comme quelque chose qui va te détruire, quelque chose qui peut te faire mal tout de suite. Mais si on transcende ça, si on va un peu plus loin, le risque pourrait exister dans le sens où, bon, d'accord, tu vas te retrouver, tu vas te découvrir des incapacités. Parce que oui, nous l'avons dit tout à l'heure, le problème de la jeunesse, en fait, à ne pas aller vers la politique, c'est sa non-formation. C'est son inaptitude, en fait. C'est l'inculture politique que nous avons. Et donc, si tu n'as vraiment pas fait ce parcours-là, si tu ne t'es pas vraiment formé, que tu te retrouves devant la scène politique, ou bien sur la scène politique, nécessairement, tu vas te retrouver en train de te découvrir des lacunes. Et c'est dangereux. Dangereux dans le jeu politique. Je peux peut-être aussi parler de le risque de perdre les valeurs morales, parce que nous connaissons la façon dont la politique fonctionne ici au Bénin. Donc, oui, c'est pas parce que tout de suite, quand on parle de politique, il y a ces facteurs ou bien il y a ces éléments-là qui s'affichent, que l'on dira que tout jeune entrant en politique va forcément tendre vers ça, mais le risque est quand même là. Que perdre les valeurs morales. Forcément. Alors, un autre risque qui pourrait me passer à la tête, ce sera la confusion de la politique à l'emploi. Parce que là, tout de suite, le jeune, il n'a pas un emploi fixe, il n'a pas de quoi se nourrir, mais il trouve en la politique une opportunité de s'employer et de se donner un emploi. Chez nous, c'est ce qui est à la mode. Hein. Non, mais est-ce que c'est une question idéale? Est-ce qu'il faut que la politique soit mon boulot? La politique ne devrait pas être l'emploi de quelqu'un. Ça, c'est une vérité qu'il faille d'abord inculquer à la jeunesse avant qu'elle ne se décide à aller vers la politique ou non. Et jusqu'à un passé récent, j'appelle passé récent la récente réforme de notre système partisan, on n'assistait pas forcément à ce qu'on doit appeler normalement des partis politiques. J'ose le dire, c'est des entreprises politiques. Et donc, là, quand le jeune a tellement été habitué à ce système, il a toujours vu la façon dont ça fonctionne, il a envie de créer aussi son entreprise politique. Or, si la culture avait été bien faite, si la formation avait été bien faite,
En venant, il ne vient pas pour se construire un bagage économique, mais plutôt changer quelque chose dans le social des autres, changer quelque chose dans le social des concitoyens et changer aussi son pays. Alors, quelque chose à compléter en termes de risque, M. Vegba? Oui, bon, de toute façon, il n'y a pas d'action sans risque. Hein. Nous vivons même à risque. Donc, Voilà. Sortir de sa maison et venir... voilà, tout est à risque. Donc, pour moi, le risque n'est pas un facteur sur lequel on va miser Un pour facteur évaluer limitant pour l'engagement politique des jeunes. Non, pas du tout. Parce que quoi qu'on fasse, il y a toujours des risques. La politique, d'abord, c'est fait de coups droits et de coups tordus. Hein. Donc, en s'engageant, les jeunes et tout acteur doit s'apprêter à recevoir les coups droits. Comment en donner aussi. À en donner aussi, de tordus et de voilà. Donc, non, on ne peut pas... Les risques, c'est surtout la peur de ne pas être compris dans l'idéologie qu'on défend. Voilà, c'est ça que moi je peux prendre comme des risques sérieux. Tout le reste, ce n'est que de l'ajustement. Ok. Voilà. Alors, nous avons abordé déjà dans vos interventions, on a pu ressortir quelques obstacles aux difficultés ou au boulot d'étranglement qui empêchent l'émergence des jeunes en politique. J'ai relevé, on a parlé des lois, on a parlé des partis politiques qui n'offrent pas un cadre d'apprentissage aux jeunes. On a abordé la question aussi de la culture. Mais souvent, les jeunes, ils disent souvent aussi qu'il y a la question des ressources, de l'argent. De l'argent. Est-ce qu'ils ont raison de le dire? Non. La question de l'argent, ça vient bien après, bien loin après. Okay? Parce que l'engagement, c'est dans la tête. On peut... Ouais, Sankara, il n'avait pas des milliards avant de s'engager, de devenir président. Okay? Donc, ce n'est pas de l'argent. Okay? C'est l'idéologie, c'est d'avoir une conviction, avoir des idées, être convaincu pour les idées et réussir à mobiliser les gens autour de ses propres idées. Voilà, comme il a dit, il a créé un palais. Donc, c'est de mobiliser les gens autour des idées qu'on croit pour la société. Sinon, comme le disait Sénèque, il n'est de vent favorable à qui ne sait pas où il va. Voilà, donc... Alors, mais aussi, Darius, comment on appelle, chers jeunes parlementaires, mais on a besoin quand même des références lorsqu'on s'engage en politique, lorsqu'on s'engage même socialement et autres là. C'est que lorsque le jeune s'engage, il a besoin de repères. Et j'ai cité Adjoboko Ignace, premier président de l'Assemblée nationale révolutionnaire, même s'il est mort très tôt et tout ça. Mais tout cela, depuis ce temps, ont quand même ouvert la voie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes se plaignent de n'avoir pas des références aujourd'hui? Est-ce que ça, c'est un frein? Je pense que la réponse à cette question-là doit être relativisée. Relativisée parce qu'il y a la possibilité de dire oui, nous n'avons pas de repères, et non, nous n'avons pas de repères. Mais ceux-là quand même, ça fait quand même quelques années. Et pendant une période assez sensible de la Révolution, ils ont pu s'engager. Bien sûr. Je pense que nous n'avons... Enfin, ce que je donne comme réponse pourrait seulement m'engager si je dois rester strict et mordicus. Je pense que nous n'avons pas de repères. La plupart des jeunes qu'on voit s'afficher en politique aujourd'hui, ils vont soit par recherche de satisfaction d'un intérêt personnel, ou soit par recherche de satisfaction de l'intérêt de quelqu'un qui les coiffe. Et donc en fait, ils se laissent instrumentaliser. Merci. Et donc ce danger-là qu'il devient en montant sur la scène politique n'inspire personne. Moi, honnêtement, je ne dis pas que tous sont mauvais, mais ce n'est pas encore l'idéal que moi je recherche. En tout cas, David Sow ne retrouve pas encore en nos politiques quelque chose qu'il peut suivre. Mais il trouve plutôt en eux un début qui peut se parfaire. Il y en a parmi eux. Je ne vais pas forcément citer de nom, parce que nous ne sommes pas là pour faire l'apologie de quelqu'un. Mais je trouve quand même que c'est à nous jeunes de reconstruire l'image. C'est à nous jeunes aujourd'hui de nous faire une idéologie, comme l'a dit M. Vegba tout à l'heure. Parce que sans cette idéologie-là, sans la conviction de faire quelque chose de précis, vous ne pouvez pas impacter. Et c'est une question de leadership d'abord. Et si ce leadership-là n'est pas ancré en soi à travers ce que l'on fait, c'est nécessairement voué à l'échec. Et donc, forcément, il n'y aura pas d'inspiration.
Alors, Monsieur Vegba, nous avons évoqué la responsabilité des partis politiques qui n'offrent pas des centres d'incubation, comme vous les appelez si bien. Qu'est-ce qui est faisable pour permettre ou pour amener ces partis politiques à prendre la mesure de leurs responsabilités et à offrir aux jeunes qui ont besoin ou qui ont envie de s'engager cet environnement-là? Bon, je ne passerai pas sans dire un mot sur les noms que vous avez cités en matière de référence tout à l'heure. Oui, absolument. Parce que vous pouvez y revenir. Adjoboko Ignan, c'est quand même une référence nationale, pour ne pas dire internationale, en matière de militantisme. Et je dois dire que ce qu'on a observé dans le pays au lendemain des indépendances, l'engagement politique pour une grande couche sociale de ceux qui sont engagés, c'est beaucoup plus l'amour de la patrie, okay? L'amour de la communauté. Okay? Les gens se sont engagés pour faire améliorer, faire avancer grâce à des idéologies qu'ils ont cru vraies. Donc c'est le cas de Adjoboko qui s'est vraiment donné corps et âme. Il a cru à la révolution, il a cru au don de soi. Et puis c'est ça même qui a valu sa mort, je crois, en 82. Ouais, sa mort précoce, on pourrait le dire. Sa mort précoce à 40 ans, voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on ne ressent pas de façon explicite aujourd'hui en termes de don de soi. Parce que les jeunes qui s'engagent, et voilà, les facteurs limitants, on peut les citer, c'est l'environnement. On va te dire, ah, toi, tu n'as pas de famille, tu n'as pas peur d'être écrasé, tu n'as pas... Pourquoi? Est-ce que tu as un emploi? Est-ce que tu es sûr que tu vas gagner quelque chose? Ça, c'est des éléments de langage qui découragent, qui sont très défavorables. Et qui font peur à nos jeunes. Et qui font peur aux jeunes. Mais ceci dit, les jeunes ne doivent pas... Moi, je suis très... Mon idéologie, c'est on tresse la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Impossible de dire que la jeunesse va se prendre en charge sans avoir un lien avec les aînés. Okay? Donc, on doit puiser, quelle que soit l'image que les aînés donnent aujourd'hui, on a besoin d'eux en matière d'expérience, en matière de connaissances. Les jeunes, leur question, leur problème aujourd'hui, c'est de savoir où ils veulent aller. Quand on sait où on veut aller, on sait qu'est-ce qu'on peut prendre dans ce que les autres considèrent qui est mauvais, on sait ce qu'on peut y prendre, ce qu'on peut puiser pour se constituer, pour se construire son image et faire sa marche. Donc c'est de ça que les jeunes ont besoin aujourd'hui. Oui, les jeunes doivent se prendre en charge, ils doivent avancer, ils doivent intervenir dans le débat public. Ça part même de là. Quel que soit l'environnement qui est offert aujourd'hui, la jeunesse doit se dire, moi je pense quelque chose, je dois pouvoir le dire en public. C'est très important. Il faut ce dont on est sûr, ce dont on est convaincu, il faut l'exprimer publiquement pour, quitte à ce que à recevoir des feedbacks qui permettent de s'ajuster. Tant qu'on est chez soi, on rumine, et puis on ne sort pas, on ne voit pas. Ou que, bon, c'est dans les réseaux sociaux. Les jeunes maintenant, c'est la mode. Ils s'expriment dans les réseaux sociaux, mais on ne les voit pas véritablement sur la scène politique. Sur la scène politique, il doit venir. Mais il ne peut pas arriver en étant seul. C'est ça la question du réseautage. Je ne parle pas des NTIC, c'est-à-dire qu'ils doivent se mettre dans les réseaux, créer des espaces de réflexion eux-mêmes. Les partis politiques... Des think tanks et autres, c'est ce qui existe un peu dans les autres pays. C'est ça qui existe. On ne peut pas attendre aujourd'hui que la législation offre les espaces qu'il faut. Parce que la législation, les députés aujourd'hui, on va vers... On ne les fait pas des gens. Quand ça ne les arrange pas, ils ne vont jamais pas. Ils sont d'une certaine classe et ils sont obligés de se protéger, de protéger leur classe sociale. Et c'est ce qui s'observe. Toutes les lois qui ont été votées ne sont pas forcément favorables à la jeunesse. Donc, tant que la jeunesse, dans les instances aujourd'hui, ne vont pas se constituer, ne vont pas se mettre ensemble, il faut qu'ils évitent de se passer, d'être dispersés et de se passer aussi comme des prestataires politiques. Ça dit comme un bétail électoral qu'on vient chercher lorsque le moment des élections arrive. Et puis on jette plus tard. Donc les jeunes doivent se constituer, se solidariser surtout, et se mettre créer leur propre réseau pour influencer. Imaginez-vous, les blocs qui sont créés aujourd'hui et tout ça, que la jeunesse de tous ces blocs-là se mettent ensemble et dit, nous exigeons pour
bloc X, pour les élections prochaines. Pour l'opposition, toute la jeunesse se dit, bon, pour notre liste là, il nous faut 40% de jeunes. Non, même pas 40%, 60, 70%. Ok, mettez la jeune doit mettre la barre très haute parce que même quand on regarde le fichier électoral, c'est la jeunesse qui domine. Donc c'est les jeunes qui vont voter majoritairement. Ça veut dire qu'ils peuvent se donner, ils peuvent influencer la constitution des listes aujourd'hui en se disant, ok, si vous ne nous donnez pas 60% de moins de 50 ans sur les listes, alors nous jeunes, on se met ensemble. On va passer ailleurs. Surtout qu'il y a tellement de blocs aujourd'hui qui attendent les jeunes. Avec beaucoup d'appâts et autres. Donc voilà, il faut qu'ils se mettent en groupe pour faire la pression sur les politiques. S'organiser, c'est très déterminant. Voilà. Alors, si vous venez de vous joindre à nous, sachez que vous suivez l'émission Savoir Politique sur la radio Océan FM, radio des défis. La question du jour pour le jeu Rémi Ménage est celle-ci. Combien de numéros de Savoir Politique ont été réalisés en 2018 ? Combien de numéros de Savoir Politique ont été réalisés en 2018 ? Envoyez vos réponses via WhatsApp au numéro 94 11 29 09. 94 11 29 09. Okay. Alors, revenons donc, nous avons abordé la question, on a vu les obstacles, les facteurs limitants et tout, mais on va aborder la question des approches de solutions. Donc, nous avons fait l'état des lieux, on a essayé d'identifier les obstacles, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait que peuvent faire, donc, disons, les parlements, les gouvernements, les partis politiques et la société civile pour accroître la représentation donc, des jeunes femmes et hommes en politique? Avez-vous véritablement des bonnes pratiques que l'on peut proposer un peu pour améliorer la situation? Bon, déjà, en ce qui me concerne, je pense qu'il faut analyser ça d'un double point de vue. Déjà, il faut retoucher le cadre normatif et institutionnel au Bénin. Parce que, objectivement, ça empêche, d'une manière ou d'une autre, l'épanouissement de la jeunesse sur la sphère politique. Si on doit vraiment être véridique envers nous-mêmes, on peut se dire aujourd'hui que sans loi, on ne peut rien en politique. Et puis tout ce que nous faisons en politique, en fait, doit forcément être légal. Donc, si le cadre normatif, si les lois que nous avons ne sont pas très favorables à la jeunesse sur le plan politique, c'est peine perdue, en fait. On aura beau crier, on aura beau faire tout le tapage, mais rien n'y sera. Ensuite, je pense aussi que la question de la formation politique devient importante. Il faut trouver le moyen de permettre à la jeunesse de se former avant de se lancer d'une manière ou d'une autre aussi sur la sphère politique. Ce ne sera plus forcément quelqu'un qui reste chez lui, réfléchit un instant et se lève est nihilo, je suis devenu politicien. Et puis, on a tellement assisté à ça qu'il faut maintenant mettre fin à ça. Et puis, enfin, regardons le niveau des débats dans notre hémicycle, par exemple. On peut rehausser ça. Et ce n'est pas des jeunes qui pourront aller à ce niveau-là qui nous manquent. C'est juste qu'ils ne sont pas formés à la chose publique, à la gestion de la chose publique. Et le font peut-être maladroitement. Je pense que si ces petits détails-là peuvent être réglés au plan institutionnel ou normatif, on aurait dans un premier temps réglé un certain problème. Maintenant, si on s'intéresse aussi au cadre sociologique ou social, bon, enfin, c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation. Si on n'arrive pas à changer les mentalités ici au Bénin, si on n'arrive pas à changer la mentalité de la jeunesse elle-même, on aura tout dit, on aura beau crier que la jeunesse n'aime pas la chose publique, que la jeunesse se désintéresse à la politique, mais le problème va rester le même. C'est mon point de vue tout de même. Ok. Alors sur cette question, M. Daryl Weber, il a insisté sur la question de la formation des jeunes leaders. Je sais qu'aujourd'hui dans notre pays, il y a des initiatives maintenant pour former cette jeunesse, accroître ses capacités, former des jeunes leaders. Je peux citer la fondation donc Friedrich Ebert avec la formation des jeunes leaders. Il y a aussi le RECAFEM, le RECAFEM avec Care International et la coopération suisse, aujourd'hui qui veut lancer des jeunes dames en politique et qui leur donnent des formations en communication politique, comment prendre la parole en public. Est-ce que ça prépare donc les jeunes aujourd'hui à l'assaut donc de la scène politique? Oui, évidemment. Ces initiatives contribuent à préparer les jeunes à s'engager en politique parce que quelle que soit
l'analyse qu'on ferait, on retomberait sur le facteur éducation. Donc, même au-delà de la formation, on parlait même de l'éducation. Entendu, l'instruction scolaire, l'éducation en milieu familial, voilà, en milieu culturel, qui sont des choses très déterminantes qui vont encourager, qui vont donner du tonus à la jeunesse pour s'engager. Parce que sans être informé, sans être instruit, sans avoir une bonne connaissance du cadre légal dans lequel on peut s'exercer, on ne peut rien faire de bien. En plus de l'éducation, il faut l'organisation. Okay? Les instances sociales que vous avez citées là contribuent à organiser les jeunes, mais je mets un accent fondamental sur la nécessité que la jeunesse doit s'organiser. Alors ça, c'est indispensable. Okay? La jeunesse doit s'organiser indépendamment des aînés. Ne pas attendre les aînés. Ne pas attendre les aînés, même si on peut prendre conseil auprès des aînés, c'est important aussi. Je le dis, on ne peut pas couper le pont radicalement parce que j'ai dit tout à l'heure, c'est au bout de l'ancienne code qu'on tresse la nouvelle. Donc, les jeunes doivent s'organiser n'importe où ils se trouvent, quel que soit l'environnement dans lequel ils se trouvent, hostile ou favorable. La première des choses, c'est de se mettre ensemble. Deuxième chose, se faire confiance. Parce que c'est aussi cela. Dès qu'une initiative de regroupement se met en place, on commence par avoir au leader on le prête des intentions de vouloir marchander le regroupement. Non, les jeunes doivent pouvoir se faire confiance. Se faire confiance en construisant ensemble, en définissant les normes ensemble. Je suis un peu sceptique sur, même si c'est important, sur la nécessité de revoir le cadre normatif, oui, en ce qui concerne... Ça peut venir avec la pression des jeunes. Ça peut venir avec la pression des jeunes, mais on ne peut pas mettre ça comme facteur premier. Okay? On ne va pas commencer par là. Comme je l'ai dit, les jeunes de plus de 25 ans aujourd'hui, s'ils s'engagent, s'ils se mobilisent, peuvent arracher le nombre de postes. S'ils sont nombreux au Parlement, ils peuvent influencer les choses. Influencer et faire voter de nouvelles lois. Donc, on ne peut pas compter sur ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont les aînés, qui veulent protéger. Et puis, c'est un instinct humain naturel, l'instinct de protection. Donc, ils vont vouloir se protéger. Puis, on ne va pas leur en vouloir cela non plus. Mais la jeunesse doit s'organiser, pousser le bouchon, okay, mettre la pression pour arracher ce qui lui est dû. Parce que c'est la jeunesse qui vote. Alors, Monsieur David Sow, jeune parlementaire, vous avez décrit un peu votre parcours quand il s'agissait de nous, de partager avec nous votre expérience. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour associer d'autres jeunes à ce que vous faites, pour motiver d'autres jeunes, pour permettre à ce que cette affection-là puisse naître? Déjà, j'ai commencé par parler de mon plus récent bébé, les panels de la nouvelle citoyenneté. Oui, évidemment. Les panels de la nouvelle citoyenneté, c'est un concept qui va, comme je le disais, parcourir les 77 communes du Bénin, où on essayera de donner des notions de base à la jeunesse sur les questions de citoyenneté, de démocratie participative, d'implication du citoyen dans la gestion du pouvoir, donc l'interaction entre le citoyen et les différentes institutions publiques. Et donc, d'une manière ou d'une autre, nous pensons que le fait de faire naître de ces concepts-là favoriserait en fait une certaine forme de formation politique pour les jeunes. Parce que l'expérience a montré, par exemple, durant la première édition à Abomey, que la plupart d'entre les jeunes ne connaissent que le mot politique pendant les élections. Ils ne savent pas qu'après les élections, il y a une vie politique. Ils ne savent pas qu'après les élections, il y a possibilité encore d'être présent sur la scène politique. Ce qui fait qu'ils n'y participent pas du tout. Donc voilà, cette ignorance-là aussi justifierait d'une manière ou d'une autre leur absence sur la scène politique. Donc je trouve quand même opportun de pareilles initiatives. Il y a par exemple les ateliers de la démocratie qu'a fait l'ambassade des États-Unis, qui aussi semblent être des initiatives potentiellement bien. Et donc, si l'on doit s'attarder sur des initiatives propres à moi, à part les panels de la nouvelle citoyenneté par exemple, au niveau du Parlement, on a cette possibilité d'initier des projets
et qui est accompagné par l'Assemblée nationale. Donc, nous sommes quelque part une porte ouverte vers ces institutions-là, mais que la jeunesse ne saisit pas. Donc, nous essayons quand même de communiquer autour de ces opportunités, de cette possibilité-là pour eux, de pouvoir y aller et de pouvoir influencer d'une manière ou d'une autre les décisions au niveau de la Chambre des lois. Okay. Oui, juste par curiosité, une question. Là, on parle des jeunes parlementaires du Bénin. Est-ce qu'au niveau des autres institutions, il y a aussi cette instance-là, en fait, des jeunes, un peu comme pour dire que la relève se prépare, quoi. Est-ce qu'au niveau des autres institutions, à part l'Assemblée nationale, il y a cette initiative? Est-ce que vous pensez que ce serait utile de penser à quelque chose du genre? Si ça existe, objectivement, non. Mais est-ce que cela va être utile? Potentiellement, oui. D'accord. Monsieur Darius Beba, dites-nous, on est à l'heure de la reconstitution, de la formation des blocs politiques, la réforme du système partisan et autres. Comment la jeunesse peut saisir donc l'occasion donc de cette refonte là de notre système partisan pour quand même se faire une place? Parce que vous avez dit, il faut qu'ils soient présents, il faut qu'ils fassent entendre leur voix. Mais je crois que le mouvement quand même est important pour que déjà ils puissent commencer par là. Bon, on pourrait dire que dans ce contexte de réforme, que la jeunesse a une opportunité à saisir. Mais en même temps, il ne faut pas se leurrer. Ceux qui décident aujourd'hui, ceux qui ont voté les lois pour la réforme du système partisan, c'est en même temps les mêmes aînés qui n'ont pas offert suffisamment de place dans les anciens partis politiques. Okay? Ceci dit, mais on ne peut pas croire que tout est gâté. Okay? La jeunesse aujourd'hui, dans ces différents blocs, dans ces différents regroupements politiques, l'avantage c'est que on va avoir très peu de partis politiques actuellement. On cite tout au plus 6-7 là maintenant qui ont aux législatives. C'est déjà bien que les jeunes voient déjà qu'ils peuvent choisir tout au plus dans 5 ou 7 regroupements, grands regroupements. Ce qu'il y a lieu de faire, il s'agit de cibler un regroupement. Ça me convainc. Ça, telle organisation rencontre ma vision. Ok, je vais militer dedans. Dès que je m'engage, je dis, je suis partisan de tel regroupement, d'un regroupement X, dès que je fais cela, dès que je fais mon choix, j'identifie les autres jeunes qui sont à l'intérieur de ce mouvement. Et je me mets en réseau avec eux. C'est la première des choses à faire. Et dès que les jeunes se constituent en réseau au sein d'un regroupement donné, ils peuvent alors faire valoir leurs opinions. Tant qu'ils ne vont pas se mettre en réseau à l'intérieur des regroupements, ils ne peuvent rien faire évoluer. Ce serait toujours les anciens qui vont décider à leur place. Donc, mais vous insistez sur le fait qu'aujourd'hui, il ne faut pas attendre que les aînés cèdent la place aux jeunes, mais quelque part, est-ce que ces aînés n'ont pas une part de responsabilité? Parce que depuis 90, ce sont les mêmes qui sont là et on se rend bien compte qu'ils ne sont pas prêts à partir. Évidemment, ils ont une part de responsabilité. Bon, on ne peut pas jeter la pierre à tout le monde. Non, on ne jette pas la pierre, mais on fait le constat. Oui, on fait le constat. Certains d'entre eux ont la bonne foi de passer le passer enfin la main. De passer certains, oui, de passer enfin. Certains ont la bonne foi de passer enfin la main. Mais il se trouve qu'à des moments donnés, certains jeunes ont peur aussi de prendre la main. De prendre la main. Oui, ça aussi, est-ce que c'est vrai, monsieur Sourou? C'est une réalité parce que... Non, peut-être qu'ils ont peur parce qu'ils ne sont pas préparés. Voilà, mais justement, ils ne sont pas assez préparés et donc ils ont cette peur. Mais en même temps, je ne dis pas que tout est pareil. Pourtant, il y a quand même des jeunes qui sont bons. Il y a beaucoup de jeunes qui sont bons. Pour ne pas dire que la plupart des jeunes sont bons. Okay? Moi, je sensibilise et j'encourage, quel que soit le cercle, le type de regroupement dans lequel les jeunes doivent se retrouver, j'encourage qu'ils aillent choisir. On ne peut pas continuer à se terrer chez soi et observer les autres faire et dire non c'est mauvais, non c'est mauvais. Il faut que les jeunes aillent dans l'engagement, aillent dans la sphère publique, que ce soit à gauche ou à droite, il faut qu'ils s'engagent. Alors, quelles sont les méthodes alternatives les plus innovantes à la participation
que les jeunes peuvent saisir afin d'apporter des changements et d'être entendus. Enfin, vous avez parlé du réseautage, par exemple. Est-ce que vous ne croyez pas que le réseautage, lorsque les jeunes commencent à se mettre en réseau, les aînés vont croire qu'il y a une menace qui approche et ça va créer, ça va créer une sorte de dualité qui ne dit pas son nom. Non, l'instinct de dualité, la perception du dualisme, de conflit est permanent. Quelles que soient les circonstances, le mode d'organisation, ce que les jeunes vont faire, les aînés les prendront, et une certaine couche d'aînés, les prendront comme une menace. Okay? D'ailleurs, les gouvernants considèrent toujours la jeunesse comme une menace, en même temps que c'est une opportunité à saisir, à utiliser, mais ils savent aussi que c'est une menace parce que si la jeunesse s'organise, décide, elle aura tout ce qu'elle voudra. Donc, oui, les méthodes basiques, les plus élémentaires, c'est le réseautage dans les organisations. Les jeunes doivent se mettre en réseau à l'intérieur des organisations et faire valoir leur opinion. Ça, c'est très capital. Après, il y a aussi la définition, la définition des visions. On ne va pas rentrer dans un groupe, dans un regroupement parce qu'il faut s'engager. Il faut viser quelque chose. Notre environnement, notre cadre de vie, l'assainissement, tel que comment est-ce que nous le voyons aujourd'hui? Un ensemble de jeunes peuvent se dire, nous, on se met ensemble. Dès qu'on sera dans tel regroupement politique, ce qu'on va faire valoir, ce sont des lois, ce sont des normes pour gérer notre milieu, notre assainissement commun. C'est cela que nous allons défendre. Ouais? Donc il faut avoir un focus sur quelque chose. Les valeurs, nos valeurs traditionnelles, nos valeurs de vivre ensemble, oui. Nous, un ensemble de jeunes peut dire, voilà ce que nous allons défendre. Il faut une restauration des valeurs qui permettent à ce qu'une société vive de façon apaisée. Alors, on se met ensemble pour dire, bon, voilà ce que nous on va défendre en étant dans tel regroupement, gauche ou droite. Donc voilà. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission. David Sow, votre mot de la fin? Bon, enfin, déjà, si je dois dire un dernier mot, ce serait déjà que l'engagement de nos jeunes en politique ne doit pas forcément rester comme un appel, ça doit devenir une réalité. Ça ne doit pas rester utopique tout le temps, mais ça doit enfin commencer par se sentir. Et j'ai espoir, d'ailleurs, avec toute la classe juvénile que j'ai vue et que je vois d'ailleurs toujours grandir, j'ai espoir que nous sommes en train de construire quelque chose de parfait pour une Afrique merveilleusement grande. Parce que petit à petit, les gens sont commencés par comprendre. Et d'ici quelques années, qui ne sera pas forcément des décennies, les choses vont bouger. Merci pour cet optimisme. Monsieur Begba, votre mot de la fin. Oui, je voudrais partager avec la jeunesse cette pensée de Anéol Jean qui dit que c'est bon pour les hommes de croire aux idées et de pouvoir mourir pour elles. La jeunesse doit avoir ça en idée constamment. Il faut croire en des valeurs. Okay? La jeunesse a un pouvoir en main qu'elle ignore parfois. Mais je note aujourd'hui que beaucoup de jeunes commencent par s'engager et ils sont à encourager. Ok, merci, nous avons compris. Chers auditeurs, c'est ainsi que prend fin ce premier épisode de la nouvelle saison de votre émission Savoir Politique. En 52 minutes avec David Sow et Darius Begba, nous avons abordé la question de l'engagement politique de la jeunesse. On retient avec eux que si les jeunes constituent la majorité des électeurs, ils doivent s'impliquer en politique. Au-delà de leur volonté, il faut que les conditions s'y prêtent. Il faut des lois adaptées aux jeunes et un cadre juridique favorable. Prenez le rendez-vous du prochain numéro dans 15 jours. Ce sera le dimanche 27 janvier avec pour thème le député. N'oubliez surtout pas de rattraper les anciennes éditions de l'émission sur la chaîne YouTube du CESPO en tapant CESPO Média. À l'animation de ce jour, Alain Tosnon et Fontaine Noutaï. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir chez vous. Démocratiser le savoir pour une culture démocratique.